On dit que la Boxster 2,5 litres, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se payer une 911. Pourtant, j'ai acheté cette Boxster de seulement 205 chevaux pour remplacer ma mythique 997 GT3 RS de 450 chevaux. Ah si, je suis sérieux, je suis satisfait de cet échange a priori improbable, et pas seulement parce que celle-ci est dotée d'options rarissimes, la rendant plus chère neuve que ne l'était une 911. Mais ça, je vous montre dans un instant. Bonjour, ici Alex Wagner, ingénieur motoriste dans l'automobile, et dans ce dernier épisode des BMX, je vais vous montrer pourquoi cette Boxster de première génération, longtemps boudée, est en train de devenir un must, et pourquoi, de ce fait, sa cote est en train d'exploser. À première vue, la Boxster 986 est juste une Porsche 911 type 996, mais avec un tiers de puissance en moins. Pendant longtemps, personne n'en voulait, et elle ne valait que 10 000 €. De ce fait, de nombreux exemplaires sont tombés entre les mains de propriétaires peu soigneux qui la garaient dehors et qui n'avaient pas le budget pour l'entretenir correctement. C'est pourquoi il faut faire particulièrement attention avant d'en acheter une. Alors l'idéal, c'est de faire une inspection avant achat, du genre duquel je propose à mes clients dans la description, mais à minima, faites une vérification car verticale. Regardez, je vous montre avec la mienne. Je rentre le numéro de châssis que Car Vertical vérifie avec plus de 900 sources de données dans 35 pays. Et hop, le rapport complet sort. On voit que le kilométrage n'a pas été trafiqué, ce qui est important pour celle-ci qui affiche un faible kilométrage. Allemande d'origine en 97, on vérifie que c'est bien une 2,5 litres boîte 5 et qu'elle a résidé en Suède de 2006 à 2020, ce qui est étayé dans le carnet d'entretien. On voit qu'elle a échoué un contrôle technique suédois en mai 2020, mais qu'elle l'a ensuite réussi dans le même mois, donc c'est OK. Et on voit qu'elle n'a jamais été déclarée accidentée ou volée dans les bases de données des assureurs, ce qui est rassurant. Si vous aussi vous voulez vérifier une voiture, les BMistes ont droit à moins 20% avec mon code LB. Et cette semaine, je vous propose un petit jeu. Mettez dans les commentaires votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de série, sans mentionner la marque ou le modèle. Je vais en tirer quelques-uns au hasard et je partagerai avec vous les surprises que je vais trouver dans leurs historiques Car Vertical. Avant d'aller plus loin, je vous annonce que ma femme va accoucher demain, donc vous m'excuserez d'être bref et d'aller droit à l'essentiel pour pouvoir vite la retrouver. Au passage, c'est pour cette même raison que je vends ma Boxster, parce qu'on va avoir beaucoup moins l'occasion de s'en servir. Maintenant, retour à notre essai. Au milieu des années 90, Porsche a frôlé la faillite. Ils ont 3 lignes de modèles vieillissants, la 911 qui date de 65, la 968 qui prend ses racines en 76 et la 928 qui date de 78. Pire, ces 3 lignes de modèles ne partagent aucune pièce commune et nécessitent 3 lignes de montage complètement distinctes pour être assemblées. Dans un effort de rationalisation, Porsche fait venir des anciens de chez Toyota. Et regardez le résultat, une Boxster complètement neuve, basée sur la 911 996, elle aussi complètement neuve. Et regardez, les économies d'échelle sont tout de suite évidentes. Vous avez les 2 premiers tiers de la voiture qui sont intégralement repris de la Porsche 911, et l'intérieur également, et le moteur qui est basé sur celui de la 911, mais en version 2,5 litres plutôt que 3,4 litres. Et bam, voilà le coût de production qui baisse de 30%. Le mot Boxster est une contraction des mots Roadster, petit cabriolet sportif, et Boxer, qui fait référence à la configuration du moteur. Mais ça, on en parle dans un instant. En choisissant un Roadster, Porsche accède à une clientèle plus jeune qui, en prenant de l'âge, va, espérons-le, acheter une Porsche 911. En plus, les Roadsters, ça fait partie de l'ADN de la marque. La 356, la 550 Spider de James Dean ou alors la 718 RS60. Le Boxster 986 a tout de suite été un franc succès commercial, aidant à sauver Porsche. La lignée perdure aujourd'hui avec la première génération succédée par la 987, la 981, puis la 718. Mais c'est ici que tout a commencé. Voici l'origine du genre, présentée dans sa couleur de lancement de gris arctique sur rouge Boxster. L'allure est épurée, simple, minimaliste, et la forme générale fait penser un peu à un galet dont les arrondis auraient été formés par le passage de l'eau pendant des millénaires. Mais il y a des subtilités, et pour en découvrir toutes les nuances, la meilleure chose, c'est de la laver. C'est juste moi, ou vous aussi, vous trouvez que c'est en caressant une carrosserie qu'on découvre ses courbes? Venez, je vous montre. Regardez, cette aile arrière, par exemple, n'est pas juste arrondie. Vous avez une ligne de crête avec un rayon de courbure assez petit, ce qui donne une apparence musclée, et ensuite une deuxième courbure avec un rayon de courbure plus large, ce qui apporte de la douceur. Et regardez ce que ça fait en termes de reflets et de complexité. Vous voyez la nuance ? Et regardez l'aile avant. Si vous voyez des reflets intéressants, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez un premier rayon de courbure assez doux sur le haut, comme si la voiture était profilée par le vent, et ensuite un rayon de courbure plus serré, comme si ça revenait de façon musclée, pour accentuer la force. Ultime raffinement, vous avez ce même thème de changement de rayon de courbure qui est repris dans le dessin des jantes. Au passage, la mienne est équipée de jantes 17 pouces plutôt que les plus jolies 18 pouces. C'est le choix du fan de conduite. Pourquoi? Ça favorise l'agilité, le comportement et le confort. Ma philosophie générale, c'est de toujours prendre les jantes les plus petites qui permettent de loger les gros freins.
Le sujet qui fâche, ce sont les phares, qui laissent derrière eux une longue tradition de feux circulaires et qui introduisent cette forme qui fait penser à un œuf au plat, surtout en version phase 1 avec la partie basse orange qui est devenue blanche sur la partie phase 2. Personnellement, j'aime bien le charme un peu rétro de la partie orange. Alors peut-être qu'on accepte mieux ces œufs au plat quand on comprend ce qui les a motivés. D'abord, il y a des économies de coûts en rassemblant plusieurs fonctions au sein d'une même unité. Mais ensuite, il faut penser qu'il y avait la Cayenne qui allait sortir en 2002, donc quelques années ensuite. Et Porsche voulait une face avant qui puisse s'adapter sur un gros 4x4, un SUV. Il est évident que des phares ronds, ça ne l'aurait pas fait. Autre innovation, c'est l'emplacement de l'échappement. Je ne connais aucune autre voiture qui avait en 96 son échappement au centre et ça a préfiguré l'emplacement de l'échappement sur les GT3. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de charme à l'arrière de la Boxster, mais d'autres détestent. Pendant qu'on est là, regardez la très réussie intégration du troisième feu stop. Il faut voir qu'à l'époque, la Porsche 911 type 993 avait son troisième feu stop qui ressemblait à la anse d'un panier. Regardez l'arrière de la voiture. Je suis en train de déployer le spoiler qui sort automatiquement à haute vitesse. En fait, le principe, c'est pour annuler la portance de la voiture parce qu'elle agit comme une aile d'avion. C'est-à-dire que cette courbe de l'arrière a tendance à accélérer le flux d'air, ce qui crée une dépression au-dessus et ce qui soulève la voiture vers le haut comme une aile d'avion qui fait décoller un avion. Donc pour casser ce flux d'air, il y a ce spoiler qui se déploie et du coup, ça réduit la vitesse de l'air et ça réduit la portance. Alors comme à l'accoutumée, c'est à ce moment-là que je vais vous montrer le moteur. Alors, je ne vais pas vous insulter, vous savez très bien que le moteur n'est pas à l'avant. À l'avant, on trouve un compartiment très profond, on peut y loger plusieurs sacs souples. On a également une galette de secours, on a une trousse de secours, on a un rouleau d'outils, on a le triangle de détresse et on a l'amplificateur pour le système son. Donc, allons à l'arrière. Les Porsche, le moteur est à l'arrière, non? Alors non, pas sur le Boxster. Là, on a un deuxième coffre. Cette fois, il n'est pas profond, mais il est large. On a des accès techniques pour rajouter de l'huile, du liquide de refroidissement et une jauge manuelle pour vérifier le niveau d'huile, même s'il y en a une digitale sur le tableau de bord. Donc ça veut dire que le moteur est pas loin et en effet, il est juste devant, en position centrale. Alors, j'ai peur de vous décevoir, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas accessible. Alors d'un côté, c'est une hérésie sur une voiture de sport de ne pas pouvoir regarder le moteur. D'un autre côté, quand vous avez vu le moteur de la Porsche 996, sur lequel celui-ci est dérivé, il n'y a un peu rien à voir. Pour en faire l'entretien du moteur, on accède soit par en dessous, en levant la voiture sur une rampe, soit en mettant la capote dans une position donnée et en retirant un couvercle insonorisant. Avoir son moteur au centre pour une voiture de sport, c'est le bon endroit. Alors à l'inverse des 911 qui ont leur moteur en porte-à-faux arrière ou les BM qui ont leur moteur à l'avant, ici, le moteur central, c'est la configuration idéale pour une sportive. Pourquoi? C'est une question de moment d'inertie polaire. On a tous vu des patineurs à glace qui, en faisant la toupie, rentrent leurs bras vers le centre du corps pour accélérer leur toupie. Et ce centrage des masses, il favorise la rotation de la voiture et donc son agilité en virage. C'est une voiture qui adore tourner. On va voir comment ça fait dans un instant pendant l'essai dynamique. Autre facteur d'agilité, c'est l'architecture du moteur. Je vous ai dit que c'est un boxeur. Ça veut dire que les pistons opposés fonctionnent comme ça, comme des gants de boxeur. Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est que c'est une disposition à plat plutôt que droit ou en V. Donc on a un centrage des masses vers le bas, ce qui favorise l'agilité en courbe. Alors le petit flat 6 dans ce Boxster était une révolution chez Porsche parce que jusque-là et depuis 65, les flat 6 pour route étaient toujours refroidis par air et là pour la première fois sur une application sur route, le flat 6 était refroidi par eau. Alors Porsche avait déjà utilisé le refroidissement par eau en compétition sur les 956 et 962 en championnat d'endurance et aux 24 heures du Mans. L'intérêt du refroidissement par eau étant de permettre une configuration à 4 soupapes par cylindre, ce qui favorise un meilleur remplissage, une meilleure efficience énergétique et des régimes plus élevés. Tout ça pour plus de puissance. Et dans une application routière comme ici, il y a des avantages additionnels comme la dépollution ou le passage de normes anti-bruit en se débarrassant de la bruyante hélice qui assurait le refroidissement par air. Bon, tout n'est pas rose pour autant. D'abord parce que certains d'entre vous n'êtes pas encore abonnés, donc cliquez sur s'abonner pour rejoindre ma petite communauté. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos qui proposent un regard d'ingénieur sur les autos qui nous passionnent. Tout n'est pas rose également parce que Porsche a dû changer sous garantie un certain nombre de moteurs de la 986, son successeur la 987, et les 911 homologues, la 996 et la 997 en phase 1.
Le problème, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le roulement IMS pour Intermediate Shaft ou arbre intermédiaire. C'est un roulement qui joue dans l'entraînement des arbres à cames et dans de rares cas, ce roulement peut s'user prématurément, ce qui peut causer une désynchronisation des arbres à cames et donc une collision des pistons et des soupapes, ce qui occasionne de refaire son moteur. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet, principalement parce que la version 2,5 litres n'était pas affectée par ce problème. Elle avait un roulement IMS renforcé à double rangée. Et également parce que même sur les modèles affectés, ce n'est pas un énorme souci. Alors oui, remplacer le roulement IMS qui à lui seul coûte à peu près 100 € nécessite beaucoup de main d'œuvre, à peu près 2000 € parce qu'il faut déposer la boîte et l'embrayage. Mais l'embrayage étant une pièce d'usure, et bien simplement on va changer le roulement IMS à chaque changement d'embrayage. Alors à quel kilométrage on change l'embrayage? Ça dépend beaucoup du profil d'utilisation. Ça peut être 80 000, 100 000, 120 000, 150 000, ça dépend du mix entre ville et autoroute. Bienvenue à bord de ma Boxster 2,5 litres. Je trouve qu'il y a deux grandes façons d'en acheter une. Soit vous la prenez le plus basique possible en jouant la carte du roadster minimaliste, un peu comme une Mazda MX-5. Et dans ce cas-là, vous la prenez bien entretenue, mais dans son jus. Comme ça, vous profitez pleinement de la liberté qu'elle occasionne, sans stresser de ramener du sable de la plage ou de la dévaluer par une petite égratignure de plus. Ou alors, au contraire, trouver le plus bel exemplaire possible avec une riche dotation d'options et dans un parfait état. Venant de ma 997 GT3 RS, je voulais une Boxster dont je puisse être fier, qui ne me donnait pas l'impression de descendre en gamme. J'ai trouvé celle-ci chez DRM Automobile dans le 77, que je recommande chaleureusement, et elle était tellement optionnée qu'elle valait plus cher neuve qu'une 911. Si on prend la feuille d'option, alors le tarif neuf en 97 c'était 283 000 francs, et elle en avait pour un tiers de plus en option, c'est-à-dire 103 000 francs d'option pour arriver à 387 000 francs. Une folie. On a les bonnes options pour le fan de conduite, dont la fameuse M030 très recherchée, qui est le châssis sport qui rabaisse la voiture de 10 mm, avec l'anti-patinage, l'autobloquant et les jantes 17 pouces. On a le désirable pack audio Porsche qui intègre 6 haut-parleurs, dont des gros dans les portières. Pour le confort, il y a la clim automatique, les sièges chauffants, mais c'est au niveau de la finition intérieure que ça devient dingue. Vous avez des cuirs rouges Boxster absolument partout. Alors, les sièges évidemment, mais aussi l'intégralité de la planche de bord, l'intégralité des contreportes, l'entourage des grilles d'aération, la colonne de direction, le tour du logement de la clé, la console centrale, le volant assorti au reste, avec un centre en cuir plutôt qu'en plastique, et même jusqu'aux grilles d'enceinte recouvertes de cuir, et les contreportes aussi. Et regardez, même les fonds de compteur sont assortis en rouge. Et avec les multiples accents contrastants en métal aluminium ou peint couleur carrosserie, c'est simple, je n'ai jamais vu un aussi bel intérieur de Porsche 986. Sinon, de façon générale, la Boxster 986, c'est vraiment un copier-coller au niveau habitacle sur la 911 type 996. À tel point que la console centrale comporte même des caches en place de ce qui aurait été des boutons sur la 996 pour par exemple l'essuie-glace arrière ou la lunette arrière dégivrante. Idem, les sièges sont directement tirés de la 996. Regardez, ils basculent vers l'avant, on se demande pourquoi, parce qu'il n'y a rien à faire derrière. Et il y a un petit crochet à l'arrière pour accrocher un vêtement alors qu'il n'y a pas la place, et une pochette pour mettre ses cartes, alors que bon, c'est pas super accessible. Comme sur les 911, on a la clé à gauche du volant et non pas à droite. Certains voudraient vous faire croire que c'est par rapport au démarrage dans les 24 heures du Mans à l'époque, dans les années 50, qu'on gagnait une seconde en pouvant à la fois avec la main droite enclencher la première et à la fois avec la main gauche démarrer le moteur. En réalité, il n'en est rien. Et le conservateur du musée Porsche m'a confié que positionner la clé à gauche plutôt qu'à droite était juste une façon d'économiser du fil électrique. À la fin des années 40, après la guerre, le fil électrique coûtait cher et la société était naissante et fragile. Il n'y avait pas de petites économies. Alors cet intérieur a mauvaise presse, il paraît que c'est de mauvaise qualité. Moi je sais pas, mais écoutez le bruit que fait la clé de contact quand on la retire. Ça pue la qualité. Vous n'avez pas ça sur une Mazda MX-5. Et idem, quand on actionne les phares, ça fait clac, clac. C'est agréable. Alors, tout n'est pas parfait. Vous avez un couinement là qui vient du rangement dans la portière conducteur. Mais franchement, c'est le seul dans tout l'intérieur. Dans un intérieur qui a quasiment 30 ans, moi je dis bravo. Par rapport à la 911 type 996, il y a des différences. Regardez cette casquette de compteur qui est ajourée en haut, ça fait penser à une moto. Et regardez sur les compteurs, la police de caractère est en italique, sans doute pour refléter le côté fun et ludique de la Boxster.
Alors comme la 911, on a le compte-tours qui domine l'instrumentation, gage de sportivité. Et regardez, quand on met le contact, on a une petite jauge électronique qui nous donne le niveau d'huile. Alors on a l'impression sur la planche de bord qu'on a une boîte à gants, mais en fait on n'en a pas. Dans les années 90, ils avaient du mal à concilier boîte à gants et airbag. Alors c'est pas grave parce qu'il y a pas mal d'autres rangements. Sous l'accoudoir, il y a un compartiment qui ferme à clé. On a ici, en dessous de l'autoradio, un compartiment qui s'adapte parfaitement à un téléphone mobile moderne. Dans les portières, il y a des rangements qui sont assez curieux parce qu'ils sont à moitié ouverts, donc on peut voir ce qui est dedans. Et derrière les sièges, il y a un rangement tout en longueur qui ferme avec des fermetures éclairs, dans lequel j'ai mis un parasol. C'est quand même plus fun qu'un parapluie. Alors certains d'entre vous ont remarqué que le poste d'origine a avantageusement cédé sa place pour un poste plus moderne qui s'intègre très joliment, qui intègre non seulement le Bluetooth mais CarPlay et Android Auto aussi. C'est un upgrade moderne qui change la vie et je suis allé plus loin parce que j'ai upgradé les enceintes en respectant leur logement d'origine mais en mettant des enceintes de meilleure qualité, un ampli de meilleure qualité sous le capot avant et un subwoofer en dessous du siège passager. Ce qui permet de faire par exemple pendant un road trip un véritable festival musical mobile avec la voiture décapotée sur des routes de campagne avec une musique de vraiment bonne qualité, c'est top. Alors regardez, par rapport au bloc clim, je vous montre un truc intéressant. Quand on règle une température de consigne relativement élevée et que j'appuie sur auto, eh ben on a la clim qui s'enclenche. Alors comment ça se fait? Parce qu'on ne demande pas à refroidir la voiture, mais figurez-vous, la clim, à partir d'environ les années 90, elle fonctionnait aussi en mode réversible, c'est-à-dire une pompe à chaleur. Donc en laissant la clim allumée, quand on demande une consigne de température chaude, eh ben, elle va y arriver plus facilement. La capote, évidemment, est électrique. Voyons combien de temps elle met à se replier. Ensuite, il y a un verrouillage manuel et le tour est joué. Maintenant, on va prendre la route pour l'essai dynamique. Parce que, à en croire certains, le Boxster 2,5 litres serait une caisse de frimeur qui veut juste être vue en Porsche, et ce pour le moins cher possible, dans la vaine tentative d'épater des nanas qui n'y connaissent rien en bagnole. Alors, allons vérifier par nous-mêmes. Alors nous voilà à bord de la Porsche du pauvre. Et bien si c'est ça être pauvre, on se demande à quoi ça sert d'être riche. Parce que là on a une expérience de conduite qui est premium, haut de gamme. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une route bosselée et je n'ai aucune vibration parasite dans le volant. Donc c'est une structure qui est relativement rigide pour une décapotable. Ensuite dans le volant, eh ben, je le sens en train de danser légèrement sous mes mains. En fonction des variations du tarmac, ça communique tout. Alors pas de façon excessive, c'est-à-dire le volant ne va pas être arraché de mes mains, mais tout en sensualité, tout en subtilité. Et ça tout de suite, c'est quelque chose qui diffère cette Porsche des BMW, qui ont une direction qui est un petit peu en bois. Souvent sur les BM, ce que je dis, c'est qu'au mieux, c'est une direction qui s'oublie. Et bien sur une Porsche comme celle-ci, c'est une direction qui saute sur l'avant-scène et qui est remarquable. Elle est littéralement remarquable parce qu'elle se remarque, elle est tellement bien. Et ça, on l'a aussi bien sur une Junior 986 Boxster comme celle-ci que sur une GT3 par exemple. Ensuite, il y a la sonorité. Je vais baisser les vitres pour que vous puissiez mieux entendre. Le son du moteur est un espèce de mélange entre une alarme stridente qui vient du haut moteur, les arbres à cam, et un grondement qui vient de l'échappement. C'est dégagé ici, on peut accélérer un peu. Alors, la performance, on est en première, seconde. Bah, je ne sais pas si vous entendez, elle prend des tours, elle accélère. Sauf que c'est un peu une illusion. Elle a un tour de passe-passe et ce tour de passe-passe, c'est qu'elle a des rapports courts. Donc elle donne l'impression de monter dans les tours, mais en réalité, on n'avance pas tant que ça. Alors, c'est trompeur parce qu'on est bombardé de sensations. On a le moteur qui monte, qui hurle, et en réalité, on s'en aperçoit que quand on essaye de doubler une voiture.
Quand on essaye de doubler, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas beaucoup de pêche. Mais là, je sens l'équilibre dans le virage. Ah, c'est agréable. Elle est sans vis, cette voiture. La boîte de vitesse est un régal. Les rapports passent nickel. Je vais prendre une épingle un petit peu serrée. On balance la masse. La tenue des masses est parfaite. La voiture est rigoureuse. La motricité est impeccable. La mélodie chante. On prend toute la vitesse qu'il faut et pas de vitesse de trop. On prend de la vitesse, mais comme la vitesse est relativement chèrement acquise parce qu'on manque un peu de puissance, ça fait qu'on est encouragé à maintenir cette vitesse dans les virages. Et ça fait travailler. On se crache entre les mains, on s'applique. Et ça, c'est la récompense d'emmener une voiture sportive. Alors, il faut qu'on parle un peu de la suspension sport, option M030, qui est très désirable, très recherchée, qui n'est pas parfaite. Parce que quand on attaque sur des routes de campagne, il est vrai que la tenue de route est impeccable parce que les masses sont bien tenues et on est ravi d'avoir cette option-là. Le prix à payer, ça va peut-être vous paraître évident, c'est que quand on est sur des routes un peu accidentées, comme dans ce village que je suis en train de traverser, on a un confort qui est un peu sec. Je dirais même inutilement sec parce que j'ai connu certaines Porsche plus sportives comme mon ancienne GT3 RS qui était moins sèche de suspension quand on était en dessous de 50 à l'heure. Alors, c'est pas un grand problème en réalité parce que dès qu'on franchit les 50 à l'heure, on a l'impression que les aspérités sont comme rouleaux compressés et que la route devient plus lisse. Donc voilà, quand on est sur route ouverte, la suspension va bien. Allez, on fait un départ. Alors oui, la performance ultime est relativement maigre, mais il n'est pas là le plaisir du Boxster, c'est pas un dragster. Le plaisir qu'on prend au volant du Boxster est un minimum subtil. C'est un plaisir sensuel, c'est un plaisir qui passe par la communication des sensations par le volant, par les différentes commandes, par la subtilité de la suspension. Là, je sens dans l'amortissement un travail qui a été fait par des ingénieurs qui connaissent leur métier. On n'a pas besoin d'un moteur qui va tout de suite saturer les roues arrière, voire les faire patiner. Voilà, dans ce virage, j'ai senti l'équilibre de la voiture. J'ai senti que le moteur central est là parce qu'elle a envie de tourner. Elle est d'une grande agilité. C'est en partie dû à son poids réduit, en partie dû à l'implantation centrale du moteur. Ah, elle danse là. Je sens chaque pneu qui fait comme ça. Alors j'ai fait à peu près 6000 km cette année avec mon Boxster et à aucun moment sur des routes de campagne dégagées est-ce que j'ai eu l'impression de manquer de puissance. Pourquoi? Parce que j'avais juste la puissance qu'il fallait pour cravacher la voiture, la mettre en appui, faire en sorte qu'en virage elle puisse commencer à danser. Et si j'avais eu plus de puissance, j'aurais rattrapé plus rapidement le trafic qui me précédait. Alors il y a un moment où elle manque de puissance, c'est quand on fait des dépassements. Alors d'un côté ça peut être stimulant parce qu'on est obligé de planifier ces dépassements en avance, de pouvoir rester un petit peu en arrière de la voiture qu'on veut dépasser pour pouvoir arriver dans la zone prévue pour le dépassement avec un delta de vitesse plus grand pour avoir moins à compter sur la puissance accélérative de la voiture. D'un côté, c'est un investissement engageant, cette planification des dépassements. À d'autres moments, on aurait juste envie qu'elle ait 100 chevaux de plus pour pouvoir atomiser la voiture ou la caravane qu'on cherche à doubler. Sur autoroute, c'est suffisant. Je veux dire, c'est une voiture avec laquelle on peut croiser à 180 km/h, par exemple. Et si vous voulez faire plus de 180, j'espère que vous habitez en Allemagne pour pouvoir le faire sur des autobahns. Avant tout, le Boxster est une voiture ludique.
C'est une sorte d'échappatoire du quotidien. Dès qu'on veut s'aérer l'esprit, c'est idéal. Pour quelqu'un qui n'aurait conduit que des BMW, la surprise risque d'être totale. La sensualité de la direction, de la suspension, c'est un châssis qui est hors pair. Elle n'est vraiment pas usurpée, la réputation d'excellence du châssis. Et quand on mélange ça avec un moteur qui est volontaire, qui est mélodieux, et ben même si on n'a pas beaucoup de chevaux, on s'amuse. Vous savez, en vendant ma GT3 RS 3,8 litres, vous imaginez que j'aurais pu me payer un Boxster S. Alors, j'ai choisi délibérément le Boxster première génération 2,5 litres, 205 chevaux. Pourquoi? Parce que d'un côté, je voulais la version la plus pure, la première version du Boxster dans son itération de sortie. Et aussi, pour moi, je trouvais ça fun d'avoir moins de puissance. 205 chevaux, ça veut dire le challenge de la cravacher, d'en extraire le maximum sur des petites routes. Bah oui, c'est sympa. La capacité d'exploiter ma voiture, de m'abandonner à la conduite sans être tout de suite à 200. Ça, c'est un sentiment de liberté qui, pour moi, n'a pas de prix. Vous savez, il faut voir ce Boxster 2,5 litres un peu comme une BMW M3 E30 qui a une cylindrée similaire. Il y a eu des itérations 2,3 litres et 2,5 litres. Et une M3 E30, on ne l'achète pas pour sa performance pure. On ne l'achète pas pour le couple, pour le coup de pied au cul. On l'achète parce qu'elle a un équilibre et une communicativité qui est jouissive sur route de campagne. Et bien cette Boxster, c'est exactement la même chose. Ce qui est sympa avec la Boxster, c'est qu'on prend tous les ingrédients du roadster traditionnel, c'est-à-dire une taille compacte, un poids réduit, un encombrement réduit, des sensations, de la communication, et on ajoute une touche d'exotisme avec le moteur central. Donc on a la sonorité, non seulement de l'échappement qui vient de l'arrière, mais les pièces mécaniques en rotation qui sont juste derrière mon oreille. Et ça apporte quelque chose que par exemple une Mazda MX-5 ne peut pas apporter. On a quoi, quelque part entre 80 et 90% de la pleine expérience Porsche pour une fraction du prix qu'on paierait certains modèles d'élite, comme par exemple une GT3 RS. Et là c'est marrant parce que je suis en train de doubler des voitures et je suis obligé de pousser. Je suis obligé de profiter de toute la longe du moteur pour juste doubler quelques voitures ordinaires. C'est marrant. Et là, je mets pied dedans. Et en fait, on s'amuse. On profite de la longe du moteur et on va pas très vite finalement. C'est fun ça. Avec ma GT3 RS, je serais sans cesse en train de surveiller ma vitesse, en train de me discipliner de ne pas trop appuyer. Avec celle-ci, c'est la liberté. La Boxster 2,5 litres, elle est réputée être très bonne comme première Porsche, comme première voiture de sport à quelqu'un d'assez jeune. Et d'un côté, c'est parfaitement vrai, parce qu'elle est relativement accessible en prix, elle est accessible en comportement aussi. Et d'un autre côté, c'est une voiture qui s'apprécie, je trouve, le mieux quand on a un peu d'expérience, quand on a des points de référence, de comparatif, quand c'est pas notre première voiture de sport. Parce que si on n'a pas déjà eu d'autres voitures de sport plus puissantes, mais moins accomplies au niveau châssis, eh ben on serait toujours en train de se demander avec ce Boxster 2,5 litres, qu'est-ce qu'on est en train de louper à ne pas avoir 300 chevaux, 350, 400 chevaux. Et en fait, quand on a déjà eu des voitures puissantes, eh ben, c'est là où on peut apprécier ce qu'apporte ce Boxster. À la fois en termes de son comportement et son équilibre, sa communicativité, la sensualité de sa direction, mais aussi, et peut-être surtout, le sentiment de liberté et d'abandon qu'on peut avoir quand on la cravache sur route ouverte, quand on peut s'adonner à l'art de la conduite sans tout le temps regarder
son compteur de vitesse sans faire trop attention aux radars ou aux gendarmes ou aux autres usagers de la route parce qu'on est en train de prendre plaisir sans aller trop vite. C'est la joie de cravacher rapidement une voiture qui ne l'est pas, justement. Alors vous l'aurez compris, je kiffe la Boxster 2,5 litres. C'est une sportive engageante, homogène et aboutie. Mais attention, elle a un défaut. Elle est trop parfaite. Alors je sais, ça sonne pas comme un vrai défaut. C'est comme ce candidat énervant en entretien d'embauche qui, à la question « c'est quoi votre principal défaut ?», répond qu'il est perfectionniste. Sauf que le perfectionnisme est un vrai défaut. Parce que sclérosé par la peur, le perfectionniste, plutôt qu'avancer imparfaitement, va rester parfaitement immobile. Et ça, que ce soit au travail ou dans la vie, c'est un vrai handicap. Le perfectionnisme de la Boxster se manifeste à deux niveaux. D'abord, son moteur. Certes, il est mélodieux et plein d'entrain, mais il est un petit peu propre sur lui, dans son timbre et dans sa manière très linéaire de développer sa puissance. Il lui manque un petit côté granuleux, presque sale, qu'on retrouve sur les 600 lignes des BMW M de la même époque. Ensuite, son perfectionnisme se manifeste dans sa rigueur de comportement. Quoi qu'on fasse, elle reste vissée sur la route et elle prend les virages sur des rails. Alors pour un conducteur relativement novice, c'est super parce qu'elle est saine, elle met en confiance et elle pardonne les erreurs. Mais un conducteur plus aguerri, qui peut-être sur circuit a appris à gérer les transferts de charge et ce qui se passe quand une voiture dépasse sa limite d'adhérence, lui pourrait rester sur sa faim. En fait, le souci que j'ai rencontré, c'est que quand il m'est arrivé de vraiment hausser le rythme avec la Boxster, j'ai pas atteint ses limites, j'ai pas atteint mes limites, mais j'ai atteint les limites de la voie publique. C'est-à-dire, arriver à une certaine vitesse en virage sur la voie publique, j'ai pas envie d'aller plus loin. Non pas que la voiture puisse pas, non pas que moi je puisse pas, mais que sur la voie publique, on a des voitures qui viennent en face, on a des aléas, des imprévus. Peut-être qu'au-delà du virage aveugle que je suis en train de prendre, il y a un cycliste qui a chuté. Tout ça, on doit le prendre en compte et donc on ne peut pas rouler à n'importe quelle vitesse. Et ça, c'est une voiture qui pourrait rouler plus vite, mais moi, je n'ai pas envie sur la voie publique de rouler à ces vitesses-là. Donc il y a des moments où je vais finalement m'amuser davantage avec une voiture un peu moins aboutie, un peu moins rigoureuse. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'être parfaite ? Je dirais que l'enjeu pour se faire plaisir avec une voiture de sport sur la route, c'est d'avoir une voiture dont les limites du châssis vont arriver avant les limites de la route. Pour voir un bon exemple de ce dont je parle, regardez ma vidéo d'essai sur ma BMW Z1 qui est équipée d'un gros moulin préparé de 3 litres 1. Le châssis est légèrement dépassé par la déferlante du moteur et quant au moteur, vous allez entendre ce que je veux dire par une sonorité bien sale comme on l'aime.